Voilà, mesdames et messieurs, nous voici donc arrivés au terme de ces premières rencontres parlementaires de la sécurité civile. En votre nom à tous, je remercie l'ensemble des participants des différentes tables rondes dont les regards croisés ont permis de mettre en relief les atouts, mais également les faiblesses et les besoins d'adaptation de notre sécurité civile, on vient de le voir à l'instant, pour répondre aux défis de notre monde globalisé. Alors que retenir à l'heure de conclure cette journée? En premier lieu, la nécessité de remédier au désordre des concepts. À cet égard, la première table ronde a mis en évidence les incohérences de notre ordonnancement juridique. Au-delà du débat des experts et des mutualisations envisageables, cette problématique traduit le besoin de préserver et de renforcer la sécurité civile comme une politique publique à part entière, voire même l'ériger en droit fondamental au même titre que la sécurité publique. Naturellement, et on l'a vu au cours de la deuxième table ronde, sécurité civile ne souhaite pas être autonome à elle toute seule et puis agir indépendamment des autres. Cette attitude serait paradoxale et contre-productive, alors que la sécurité est de plus en plus globale et qu'une contrainte durable d'efficience pèse sur l'action publique. Donc, au cours de cette deuxième table ronde, utilisant l'exemple de l'Euro 2016, il a été rappelé qu'une collaboration étroite était indispensable entre tous les acteurs, publics et privés, acteurs de la sécurité, mais aussi acteurs de la santé. Et bien entendu, une place nécessaire doit être accordée à tous et pour la préparation des grands rassemblements, au juste dimensionnement des secours. Et puis, en amont, ça a été rappelé notamment par le préfet Kiel, il y a nécessité d'une meilleure connaissance de l'action de chacun des acteurs. On s'écoute, mais on ne se parle pas. Les aspects économiques doivent bien entendu être partie intégrante de nos réflexions. Nos échanges en fin de matinée sur le choc de simplification l'ont démontré. Un difficile équilibre doit être trouvé entre les aspirations légitimes des décideurs publics, et notamment des élus locaux, à un assouplissement du cadre normatif, souvent perçu comme illisible, difficilement applicable et inutilement coûteux, et les besoins des industriels et des intervenants, guidés par des raisons de compétitivité et de sécurité. Une distinction doit être opérée entre les normes administratives, parfois synonymes de bureaucratie, et les normes techniques, parce qu'on regroupe tout sous ce même vocable de normes, les normes techniques qui répondent à une logique de métier et qui conditionnent la qualité de l'intervention et la protection des acteurs. Alors qu'une part importante de ces normes, je pense à travers ce mot, les normes techniques, est aujourd'hui définie au niveau européen, voire mondial, le constat s'impose de notre présence insuffisante dans les instances compétentes. Si nous ne voulons pas continuer à nous voir souvent imposer des normes inadaptées à notre modèle de sécurité civile, il nous faut créer les conditions politiques, économiques et humaines d'une réelle coopération entre l'État, les collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers et l'ensemble des acteurs de la sécurité civile et les industriels pour renforcer notre présence et chasser en meute, pour reprendre une expression chère au président Régis Cousin. C'est même nécessaire, comme cela a été dit ce matin, afin d'être dans le jeu de la compétitivité industrielle. Autre volet de la réponse de sécurité civile et autre enseignement majeur de cette journée à travers la table ronde qui vient de se terminer, la nécessaire adaptation de notre doctrine opérationnelle et de notre réponse capacitaire aux conséquences du dérèglement climatique. La multiplication et la violence croissante de ces événements nous imposent de repenser et d'ajuster les différents éléments de notre réponse. La connaissance, la prévision et la préparation des risques, mais également une meilleure articulation des dispositifs de prévention de ces risques, de planification, de gestion des crises et de reconstruction. Grégory Allione a insisté tout à l'heure
sur l'anticipation. Monsieur le préfet, vous avez insisté sur le rôle plus important que pourrait jouer la zone de défense, échelon supérieur aux SDIS, sans doute plus adapté à des logiques de coopération, de partenariat et de mutualisation. Ont été évoquées également les modernisations de moyens d'alerte des maires et de la population, le SAIP bien sûr, mais des nouveaux moyens, le SMS, les réseaux sociaux. Et pendant que nous parlions tout à l'heure, réseaux sociaux obligent, un tweet en réponse à un précédent tweet me disait, de la part de l'association Visov, que beaucoup connaissent désormais dans cette salle, que des citoyens bénévoles s'engageaient aujourd'hui aux côtés des acteurs publics pour participer à la gestion de crise et intégrer les réseaux sociaux dans cette veille de gestion de crise. Donc, ils nous ont montré leur interactivité pour que je puisse en parler à l'instant devant vous. Enfin, sur cette adaptation de la réponse, le ministre l'a dit ce matin, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur général, la dimension d'une réponse internationale doit être prise en compte parce qu'effectivement, dans certains cas, certes, il y a les Antilles, mais également en métropole, on ne pourra peut-être pas tout faire. Enfin, et j'ai inversé un petit peu l'ordre des tables rondes pour conclure à travers celle qui nous a occupés en début d'après-midi, dernier champ prioritaire du développement de la coopération entre les acteurs de la sécurité civile. En ce jour de remise au chef de l'État par les deux présidents des assemblées parlementaires de leur rapport sur l'engagement citoyen, l'éducation de la population et notamment des jeunes face au risque. Pour passer du risque subi à une véritable culture de sécurité civile, culture de sécurité tout simplement d'ailleurs, et d'un réflexe parfois consumériste à une citoyenneté active basée sur la connaissance, la prévention du danger et la pratique des gestes qui sauvent. On a tous eu le constat, durant d'ailleurs toute la journée, pas seulement dans cette table ronde du début d'après-midi, que le principe de la loi de 2004, qui fait du citoyen le premier acteur de sa sécurité, était en réalité bien loin de ce qui se passe réellement et témoigne d'un profond retard de notre pays par rapport à nombre de nos partenaires. Des exemples ont été donnés par les uns et les autres. Mais réjouissons-nous, les mentalités évoluent, les initiatives locales, on a vu celle de Saint-Quentin, nationales, à travers ce qu'a développé Michel Merly, le regroupement des grandes associations de secouristes et d'acteurs du secours pour développer une plateforme commune. Donc ces initiatives locales ou nationales se multiplient et les esprits convergent. Le constat semble unanimement partagé du besoin d'une plus forte mobilisation collective et d'une meilleure coordination entre l'État, au niveau interministériel, les collectivités locales et la société civile, notamment l'ensemble des associations agréées de sécurité civile. J'ai bien noté au passage, d'ailleurs, et il est général dans notre société, mais plus particulièrement pour les associations de sécurité civile, ce besoin de reconnaissance. Enfin, en quelques mots, l'intervention du ministre de l'Intérieur en fin de matinée. Je rappelle les 4 axes développés par le ministre dans son intervention. Valoriser la richesse humaine, mieux anticiper les risques, développer la prévention, notamment face aux risques majeurs, et enfin, former la population. En conclusion, je reprendrai également, en conclusion des propos du ministre, je rappellerai cette nécessité du sens de l'État. L'État, c'est un mot qui est revenu plusieurs fois dans la journée. On en attend beaucoup. De nombreux acteurs peuvent travailler aux côtés de l'État, peuvent agir aux côtés de l'État, mais il y a une chose qui est irremplaçable de la part de l'État, c'est cette capacité à piloter nombre d'activités, c'est cette capacité à être facilitateur pour nombre d'acteurs, et c'est cette capacité à pouvoir coordonner l'action de certains. Vous le voyez, le bilan de ces premières rencontres parlementaires est riche. Il témoigne de notre attachement partagé
au-delà de nos fonctions et de nos responsabilités respectives, aux valeurs et aux principes qui fondent notre dispositif de secours et de protection des populations. Il illustre notre appartenance à une même communauté, celle des acteurs de la sécurité civile. Il démontre la pertinence de la démarche transverse et prospective qui est au cœur, depuis 2013, de l'existence et du fonctionnement de l'Institut français de sécurité civile. Réunir les acteurs de cette communauté pour les faire échanger et s'enrichir de leur diversité au seul bénéfice de la protection des populations. Votre présence nombreuse constitue pour nous un puissant encouragement à continuer dans cette voie. Je vous en remercie en adressant au passage mes plus chaleureux remerciements à ceux qui ont été les chevilles ouvrières de cette organisation, Célim Alili pour Ifrasec, Romain Canler pour la FFMI, Benoît Hubert pour la Direction générale de la sécurité civile et Guillaume Bélanger pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et je vous donne rendez-vous en 2016 pour les deuxièmes rencontres parlementaires de la sécurité civile. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idealconnaissance.com.